Yvalin Bois est l'un des étudiants, évidemment, historiques de Hubert Damisch. Il a suivi les séminaires également de Roland Barthes à l'École des hautes études et il a fondé en 1976, co-dirigé avec Jean Clay, la revue Macula. Alors, tu vis aux États-Unis, tu as enseigné successivement à la Johns Hopkins University puis à Harvard et maintenant tu es prof à l'Institute of Advanced Studies de Princeton. Et on est très content que tu sois là. C'était très important que tu viennes. Voilà. Et tu fais partie du comité de rédaction de October et d'autres choses, bien sûr. Voilà, Mondrian, Matisse, Picasso, Ellsworth Kelly, de grandes expositions, notamment la fameuse exposition conçue avec Rosalind Krauss, l'informe mode d'emploi au Centre Pompidou. Voilà. On attend beaucoup ton travail sur Barnett Newman et aussi la traduction de ton recueil Painting as Model et d'autres choses, je crois, qui devraient sortir au MAMCO, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà, merci, bienvenue et à toi. Bon. C'est comme ça qu'on fait Oui, oui, c'est très bien. Ça marche? Bon. Alors, je ne savais pas très bien comment participer à ce colloque. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de titre. On m'a beaucoup demandé un titre. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais pensé, évidemment, faire quelque chose sur Hubert Damisch directement. Mais comme j'ai déjà fait des comptes rendus de ses livres, que j'ai déjà fait une conférence sur lui et sur sa pédagogie à Londres et tout, j'étais un peu paralysé par ça. Donc j'ai décidé de faire autre chose, qui est de parler de la couleur, parce que c'est une question qui a toujours intéressé Hubert et avec, sur le sujet de laquelle on a souvent parlé ensemble. Et le titre de ma conférence, c'est « Une couleur peut-elle être égoïste ?» À cette question, Mondrian répond par l'affirmative, ce qui est étrange, étant donné qu'il passa sa vie à promouvoir ce qu'il appelait la culture des relations et à tenter de démontrer par sa peinture que, comme il l'a écrit absolument sans arrêt, rien n'existe que par son contraire, dans la vie comme dans l'art. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une couleur égoïste ? Est-ce qu'une couleur peut exister sans prendre les autres couleurs en considération ? Oui, bien sûr, une couleur peut vouloir être seule, et s'en retrouver très bien. C'est toute la tradition moderniste du monochrome qui le démontre, je l'évoquerai plus tard. Mais même dans ce cas, la couleur a dû composer avec son entourage. Dans le cas du monochrome, c'est la couleur du mur, par exemple, auquel le tableau est accroché. Le concept de couleur, de quelque manière dont on l'aborde, semble toujours présupposer l'interaction, pour reprendre le terme favori de Joseph Albert, sur lequel Damisch a travaillé. Ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est une sorte de taxinomie des différentes attitudes prises par divers artistes du XXe siècle à l'égard des relations colorées ou de leur absence putative, souvent en rébellion directe contre les théories de la couleur. Et je vais commencer par Matisse, le champion de ce que j'appellerais le mode relationnel. Il présente sans doute le cas le plus clair d'une révolte contre une théorie, rébellion motivée par l'inutilité de la théorie en question pour ce qu'il cherchait à accomplir. Je me suis déjà penché assez longuement sur la rencontre de Matisse avec le système divisionniste tel qu'il avait été exposé par Paul Signac en 1898 dans son traité d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme. Je vais donc être bref. Comme c'est bien connu, Matisse a lu ce traité dès sa parution dans deux numéros consécutifs de la Revue Blanche en 1898 et il a immédiatement essayé d'appliquer dans sa peinture les principes énoncés par Signac. Il avait découvert la lumière du Sud quelques mois auparavant en Corse et sous le choc, il avait produit ce qu'il appelait lui-même de la peinture épileptique. Alors voilà, la première image. Non, pas celle-là, c'est celle-là. Le pensum pédagogique de Signac, pensait-il, pourrait l'aider à mettre de l'ordre dans son chaos pictural. Et de fait, l'ouvrage offrait une généalogie très bien articulée de la lutte pour la libération de la couleur menée par les artistes depuis Delacroix jusqu'à l'impressionnisme, puis à Cézanne, Seurat. Et en plus, Signac faisait ça avec l'accord de la science de l'époque, Chevreul, Ogdenroud, etc.
Matisse a fait quelques essais plus ou moins réussis, et au début de 1899, il est arrivé finalement à réaliser un tableau qui soit une application rigoureuse du système de Signac. En fait, il est plus royaliste que le roi même dans ce tableau. Mais Matisse est déçu par ce résultat et il abandonne la piste divisionniste, du moins provisoirement. Durant les 5 années suivantes, rentré à Paris, il consacre toute son énergie à l'étude du modelé, mais aussi de Cézanne et d'autres figures paternelles, dont le Salon d'automne et celui des indépendants, présentaient chaque année des rétrospectives, par exemple Van Gogh et Gauguin. Alors je fais une saute de 5 ans, je saute en 1904, c'est-à-dire à ce moment où Matisse accepte une invitation que lui fait Signac de venir passer l'été avec lui à Saint-Tropez. Cette fois-là, Matisse, qui a bûché son modernisme pendant 5 ans, s'en attaque à essayer de nouveau le système divisionniste, étant donné surtout qu'il pourra consulter le prof à volonté. À la fin de la saison, il réalise Luxe, calme et volupté, un tableau qui plaît tellement à Signac que celui-ci l'achète quand il est présenté au Salon des Indépendants au début 1905. Mais là encore, Matisse ne reste pas longtemps satisfait. Peu après l'achat du tableau par Signac, Matisse écrit à ce dernier qu'il trouve que son dessin et sa couleur se contredisent dans cette toile. À Collioure, pendant l'été qui suit, la fameuse saison fauve, Matisse commence à travailler d'une manière qui non seulement désobéit, mais en plus encore s'oppose au principe de Signac. Cette manière atteint son apogée avec Le bonheur de vivre, début 1906, qu'il montre au Salon des Indépendants et que Signac interprète immédiatement comme un acte de trahison. Matisse a souvent parlé à la fin de sa vie, et bien que les versions de la manière dont de comment il est passé de luxe, calme et volupté au bonheur de vivre. Il en a souvent parlé, et bien que les versions qu'il en a données diffèrent parfois, elles tournent toutes autour de ses difficultés avec le système de Signac et de la manière dont ces difficultés ont façonné son identité de peintre. Un problème majeur était le procédé même de Signac. Je cite Signac. Signac disait « Partant du contraste de 2 teintes, sans s'occuper de la surface à couvrir, le peintre divisionniste opposera, dégradera et proportionnera ces divers éléments de chaque côté de la ligne de démarcation, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre contraste, motif d'une nouvelle dégradation. Et, de contraste en contraste, la toile se couvrira. » C'est le côté pas à pas de la méthode, petit bout par petit bout, que Matisse est incapable d'adopter. Il s'aperçoit que non seulement il ne peut pas peindre sans s'occuper de la surface à couvrir, mais que cette incapacité est en passe de devenir un noyau solide de son esthétique. Je cite. « Une fois placée ma dominante, je ne pouvais m'empêcher de mettre sa création aussi violente. J'étais en train de faire un petit paysage par tâche et je ne parvenais pas à réaliser mon accord lumineux selon les règles prescrites. J'étais sans cesse obligé de reprendre le tout. Cross, qui assistait à mes vains efforts, voyant que dans mes toiles, je finissais par avoir des contrastes aussi puissants que les dominantes, me dit que je ne pourrais rester longtemps dans le néo-impressionnisme. Effectivement, quelques mois après, travaillant devant un paysage exaltant, je ne songeais plus qu'à faire chanter mes couleurs sans tenir compte de toutes les règles et interdictions. Je composais dès lors avec mon dessin de façon à entrer directement dans l'arabesque avec la couleur. » Dans une autre version de cette même histoire, immédiatement après avoir fait allusion à luxe, calme et volupté, Matisse dit « Toutes les toiles de cette école, le divisionnisme, produisaient le même effet. Un peu de rose, un peu de bleu, un peu de vert, une palette très limitée avec laquelle je ne me sentais pas très à l'aise. Cross me dit que je ne tiendrai pas longtemps à cette théorie, mais sans m'expliquer pourquoi. Je compris un peu plus tard. Mes couleurs dominantes, censées être soutenues et mises en valeur par les contrastes, étaient en fait dévorées par ces contrastes que je faisais aussi importants que les dominantes. Cela m'amena à peindre par aplat, ce fut le fauvisme. » Et je dois encore ajouter une autre citation sur le divisionnisme, qui est celle-ci. « Le morcellement de la couleur y amena le morcellement de la forme, du contour. Résultat, une surface sautillante. Tout est traité de la même façon. » Alors vous avez sans doute noté que dans un cas, Matisse mentionne le dessin comme ce qui lui a permis de se libérer de la tyrannie du divisionnisme, et dans l'autre, c'est la peinture par aplat, par aplat coloré. En fait, cela revient au même, et c'est en cela que réside l'aspect le plus original de la conception que se fait Matisse de la couleur. Un aspect sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus, bien que ça m'aiderait à montrer que Matisse est le peintre le plus albertien qu'on puisse imaginer. Pour aller vite, en analysant son incapacité à obéir sans rechigner aux règles de Signac et sa déception devant les surfaces picturales engendrées par ce système, Matisse découvre que le problème est celui de l'extension.
c'est-à-dire de la manière dont la couleur se comporte différemment selon la quantité de surface qu'elle couvre, et donc que tout traité de la même façon, par la touche divisée, conduit à une sorte d'entropie, d'égalisation anémique, qui est l'opposé absolu de ce qu'il cherche à atteindre en peinture. Il résumera brillamment cette découverte essentielle par la formule « un centimètre carré de bleu n'est pas aussi bleu qu'un mètre carré du même bleu ». Et il répétera toute sa vie, sous une forme ou une autre, dans presque tous ses écrits et propos, que la quantité d'une couleur est sa qualité, et vice-versa. Matisse est particulièrement éloquent à ce sujet quand il parle de son dessin. Cela semble paradoxal au premier abord, mais ça ne l'est pas du tout, puisque la valeur et l'intensité ou saturation d'une couleur dépendent de la quantité de surface qu'elle couvre. N'importe quelle division d'une surface, même une surface blanche, implique des variations colorées. Pas de variation de ton, puisque la page reste blanche, mais de valeur et d'intensité. D'où, comme l'écrit Matisse, ce qui compte le plus dans la couleur, ce sont les rapports. Grâce à eux et à eux seuls, un dessin peut être intensément coloré sans qu'il soit besoin d'y mettre de la couleur. L'intensité ou la saturation et la valeur sont les dimensions de la couleur les plus directement affectées par l'équation quantité égale qualité. Mais qu'en est-il du ton, du chroma ? Sur ce point, Matisse est d'accord avec Signac pour dire que les contrastes sont le facteur le plus important. Il ajoute toutefois qu'en ne portant aucune attention à l'extension, le divisionnisme a dévitalisé les contrastes et les a empêchés de devenir un multiplicateur d'énergie. C'est grâce à son étude continuelle des contrastes colorés que Matisse est devenu capable de transformer à volonté l'effet de quelque couleur que ce soit. Par exemple, comme il n'est pas peu fier de le faire remarquer, de transformer le noir en couleur de lumière. C'est aussi l'étendue des contrastes qui est au fondement de sa pratique de la transposition colorée, selon laquelle une peinture qui avait été conçue comme ayant une dominante bleu-vert finit par être noyée dans le rouge, comme dans le cas de la fameuse Desserte rouge de 1908, auquel il fait allusion dans ses notes d'un peintre de la même époque, en disant qu'il a été forcé de transposer. Forcé de transposer par ce qu'il appelle parfois l'esprit du tableau, un esprit qui ne s'avère d'ailleurs pas beaucoup moins tyrannique que le divisionnisme. À la fin de sa vie, lorsqu'on lui demandait ce que c'était que le fauvisme, Matisse aimait à répondre « c'est quand il y a du rouge ». Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas que rendre hommage à la saturation et la luminosité de ces toiles fauves, ce à quoi elle faisait allusion, c'est à la nécessité du rouge dans ses œuvres, au fait que sa présence y est commandée par l'ordre chromatique qu'elle veut exalter. Le contre-exemple fourni par Matisse est une toile magnifique qu'il a peint au tout début de l'époque de Nice, bien avant de sombrer dans ce désastre pendant lequel il a abandonné tout ce qu'il avait cherché à peindre en peinture depuis Lux Calme et Volupté. Donc tout début de l'époque de Nice. Montrant à ses visiteurs la reproduction de l'intérieur au violon de 1917-1918, il leur demande « Pourquoi n'est-ce pas fauve ?» Et pour ne pas les mettre dans l'embarras, il leur donne immédiatement la réponse, montrant du doigt les zones noires et vertes du tableau, zones qui auraient exigé la présence du rouge comme résolution chromatique s'il avait adopté pour ce tableau le système chromatique du fauvisme. Mais malgré cela, malgré sa soumission à l'esprit du tableau, Matisse décide parfois de résister, de poser un invariant auquel tous les autres éléments du tableau devront se mesurer et s'adapter. Cet invariant peut être la couleur d'un objet, d'un motif, le ciel par exemple. En d'autres termes, Matisse s'arroge le droit de restaurer ce qui, sous le nom de ton local, avait été la bête noire de l'impressionnisme, mais aussi que paradoxalement Cézanne se plaignait de ne pouvoir capturer. Un exemple merveilleux de cela est fourni par cette anecdote rapportée par Marcel Samba à propos du Café arabe de 1913, un tableau que j'ai jamais vu, qui est très fragile, il ne sort jamais de Moscou, et que j'aimerais particulièrement voir, étant donné que toutes les reproductions contredisent que Matisse, dont celle-là, contredisent ce que Matisse dit à Samba. Il avait été frappé à Tanger par des Marocains accroupis et sirotant leur thé en contemplant silencieusement une fleur rose et des poissons rouges dans un bocal. Je cite. « Eh bien, si je les fais rouges, mes poissons, ce fermillon va rendre ma fleur violette. Alors je la veux rose, ma fleur. Autrement, elle n'est plus. Au lieu que mes poissons, ils pourraient bien être jaunes. Cela ne fait rien. Ils seront jaunes. Je la veux rose, ma fleur. » Pas la peine d'insister, alors ils ne sont pas du tout jaunes dans la reproduction, mais bon, ça peu importe, on le croit sur parole. Pas la peine d'insister, ce « je la veux rose, ma fleur » est un désaveu direct de Signac. Mais pourrait-on y voir le signe embryonnaire d'un égoïsme coloré ? Pour conclure cette partie matisséenne de mon intervention, voilà une autre citation, une de mes préférées, qui montre que Matisse n'aurait pas pu, à l'époque, penser en ces termes d'égoïsme coloré.
En même temps, cela signale qu'il en a peut-être aussi ouvert la voie. Cette citation date de 1917. Elle est due au peintre futuriste italien Gino Severini, avec qui Matisse était très lié vers 1912-1913, qui est la date de la conversation rapportée. Je cite Severini. « Matisse me montrait un jour une esquisse qu'il avait faite d'après nature dans une rue de Tanger. En premier plan, un mur peint en bleu. Ce bleu influençait tout le reste. Et Matisse lui a donné le maximum d'importance qu'il était possible de lui donner en gardant la construction objective du paysage. Malgré cela, il a dû s'avouer qu'il n'avait pas rendu la centième partie de l'intensité de ce bleu, c'est-à-dire de l'intensité sensorielle produite en lui par ce bleu. Il me disait que s'il avait dû se décharger de cette sensation de bleu qui dominait toutes les autres, il aurait dû peindre en bleu, ainsi qu'un badigeonneur, tout le panneau. Mais, par cette réflexion réflexe, n'ayant d'importance qu'au moment de la sensation, il n'aurait pas atteint l'œuvre d'art. » Fin de citation. Matisse, c'est clair, n'a pu que reculer devant la possibilité du monochrome. Mais il est tout aussi clair qu'il avait parfaitement compris qu'à n'envisager la couleur que du point de vue de l'intensité, on y était nécessairement conduit. Le second mode que je voudrais explorer dans ma tentative taxinomique des relations colorées concerne précisément l'intensité telle qu'elle est conçue par Mondrian. Là aussi, j'ai déjà pas mal écrit sur le sujet et je vais rester donc assez schématique. Un aspect très frappant dans la carrière de Mondrian est que l'emploi exclusif des couleurs primaires, une des choses les plus connues à propos du style néoplastique, était déjà en place dans un certain nombre de tableaux datant de 1908-1909. Pourquoi Mondrian a-t-il soudain adapté ce trio de couleurs primaires est une question intéressante en soi. Pourquoi il a abandonné tout aussi soudainement en est une autre, et pourquoi il est revenu définitivement à la fin 1920 en est encore une autre. Je ne vais pas épiloguer sur tout ça, car les détours auxquels nous serions conduits sont trop sinueux et pleins d'embûches. Mais je remarque simplement que dans le cas comme dans le cas de Matisse pour ce qui concerne le système de Signac, il y a chez Mondrian un premier round dans l'utilisation des couleurs primaires, qui est d'ailleurs lui aussi lié à sa découverte du divisionnisme, entre autres versions du postmodernisme, du post-impressionnisme, dont celle de Gauguin, de Van Gogh, mais aussi de Ferdinand Hodler. Comme chez Matisse, ce premier round a été interrompu et comme Matisse, Mondrian a dû en passer par tout un apprentissage avant de pouvoir aborder le second round. Pour le dire vite, disons que la théosophie et les théories de l'art issues du symbolisme aident Mondrian en 1908-1909 à articuler une position anti-mimétique. Note surtout que par le biais de la théosophie, il découvre Goethe, dont la théorie justifie pour lui, dans un premier temps, son enthousiasme tout récent pour les couleurs primaires, mais justifie aussi bien, très peu après, leur abandon à l'état pur. Je passe vite sur tous les avatars goethéens de Mondrian et j'en viens au moment où Mondrian est sur le point d'inventer le néoplasticisme. Entre-temps, il a découvert le cubisme, il est devenu un peintre abstrait, il a rejeté l'idée goethéenne que l'on peut rendre la profondeur par la couleur, l'idée que le bleu recule et que le jaune avance, et il a adopté la grille modulaire dans 9 toiles fondamentales de 1918-1919, non seulement pour ancrer la couleur sur la surface, mais aussi pour annuler l'opposition figure-fond. Notons aussi qu'il a abandonné l'opposition goethéenne de la couleur et de la lumière pour la remplacer par l'opposition couleur-non-couleur. L'élaboration de ce concept de non-couleur est en fait directement liée à l'invention du néoplasticisme à la fin de 1920, car il lui permet d'éliminer dans son système pictural toute référence à la lumière, mais aussi à la notion qui lui est corollaire d'espace comme milieu vide et indifférencié. Grâce à la non-couleur, pense Mondrian, le fond du tableau n'a plus à être conçu ni donc perçu comme vague et atmosphérique. Il ne sera plus de l'espace vide, mais de l'espace déterminé. Les 2 derniers tableaux que Mondrian peint en Hollande, avant de quitter définitivement son pays pour rentrer à Paris en juin 1919, sont les dernières toiles modulaires. C'est aussi sa dernière paire d'œuvres claires foncées, son adieu à Goethe en quelque sorte. Il passera un peu plus d'1 an à se débarrasser de la grille modulaire, après s'être soudain avisé qu'elle se fondait sur la répétition et donc, selon lui, sur la nature, c'est-à-dire une faute cardinale. 8 tableaux survivent de cette période de transition, de juillet 1919 à la fin 1920, et bien qu'il soit quasiment impossible de les considérer du seul point de vue de la couleur, indépendamment de leur éloignement progressif de la grille modulaire, c'est pourtant ce que je vais essayer de faire, car c'est précisément de cette quête que la conception néoplastique de la couleur va émerger.
Le 15 juin 1920, Mondrian écrit une longue lettre à Theo van Doesburg dans laquelle il lui parle de son dernier tableau pré-néoplastique, c'est-à-dire qui s'appelle Composition numéro 3. Pré-néoplastique, c'est-à-dire que c'est le dernier tableau qui conserve encore des traces de modularité et dans lesquelles les couleurs ne sont pas primaires et pures. En tout cas, pas purement primaires. Il mentionne une conversation qu'il a eue avec le peintre Léopold Survage. Je cite. « Je lui ai d'abord montré le petit tableau que toi comme moi nous trouvons si bon. Il ne l'a pas trouvé si bien équilibré que ça. Le jaune n'était pas harmonieux, tout contre le rouge, etc. Et les deux petits plans bleus en haut n'étaient pas contrebalancés par un autre plan bleu en bas. J'ai tendance à penser que c'est en partie ce qui rend ce tableau si décentré. Je lui ai alors dit que nous étions à la recherche d'une autre harmonie. J'ai compris qu'avec des proportions bien équilibrées, on n'a pas toujours besoin d'harmoniser les couleurs. Et j'ai pris la peine de rédiger quelques notes à ce sujet. Quelques mois plus tard, il ajoutera « Je crois qu'un équilibre fondé sur les dissonances peut exister ». Alors qu'il écrit cette dernière phrase, Mondrian est en train de peindre son premier tableau néoplastique qui reprend très distinctement l'agencement de composition numéro 3, mais sans plus aucune trace de module cette fois. Dans cette composition avec jaune, rouge, noir, bleu et gris, Mondrian adopte les couleurs pures, saturées, et non plus harmonisées par la réduction tonale d'intensité qui caractérisait les œuvres qui précèdent. Ce sont des couleurs certes prismatiques, mais comme il dit, elles ne sont pas employées de manière prismatique. Il s'agit d'une disharmonie, comme il dit encore, qui contredit tout ce que Mondrian avait écrit jusque-là sur l'importance cardinale des relations équilibrées. Je voudrais revenir un moment sur la séquence qui a abouti à ce tableau. Dans la livraison de son texte qu'il appelle Trialogue, qui paraît dans De Staël en mai 1920, soit au même moment où il achève Composition A, le premier des 8 tableaux pré-néoplastiques de 1919-1920, c'est-à-dire c'est aussi le premier tableau qui suit immédiatement les tableaux modulaires, Mondrian écrivait « Il ne suffit pas de mettre côte à côte un rouge, un bleu, un jaune, un gris, car cela en reste au décoratif. Il faut aussi que ce soit le rouge juste, le bleu, le jaune et le gris juste, chacun juste en soi et juste par rapport aux autres couleurs. » On croirait presque entendre un peintre néo-impressionniste. Et pour cause, à ce moment-là, Mondrian avait manifestement peur que sans la béquille régulatrice de la grille modulaire, les plans ne recommencent à sauter en avant, à s'individualiser, comme il l'avait fait dans les tableaux qui précédaient immédiatement les œuvres modulaires. Il traite alors ces lignes comme des zones intermédiaires chargées de négocier le passage d'un plan coloré à l'autre en les harmonisant, d'où les nombreuses variations de valeur des lignes. On ne peut pas se voir, c'est très difficile à voir sur une diapositive, sur un écran, mais les lignes ne sont pas noires, elles sont de différentes grilles, etc. C'est d'une même volonté d'harmonisation que découle la dégradation des couleurs et l'éventail assez riche des teintes à l'intérieur de la série. Le jaune notamment est presque orange dans certains tableaux, presque vert dans d'autres. Malheureusement, cette harmonisation comme ça ne marche pas. Mondrian est très intrigué lorsqu'il s'aperçoit que les plans rouges de la composition A ressortent dramatiquement si le tableau est exposé à une faible lumière. Il rentre un jour dans son atelier et il voit ce tableau avec presque pas de lumière et les plans rouges lui ressortent. Il dit, ça ne va pas du tout. Son angoisse à ce sujet, cette espèce de sortie tout d'un coup des rectangles qu'il avait essayé d'abandonner qu'il avait voulu abandonner en faisant la grille modulaire, son angoisse, dont il débat avec Van Doesburg dans des lettres, débouche sur un véritable renversement. Puisqu'il n'est pas possible d'égaliser les couleurs, pourquoi vouloir le faire ? Pourquoi vouloir retrouver dans l'ordre coloré cette régularité combattue avec tant de peine dans celui du réseau linéaire ? Plutôt que d'empêcher que certains plans ne sautent en avant, autant les faire tous sauter à la fois, c'est-à-dire chaque fois différemment. Il suffira que les sauts se contredisent les uns les autres afin qu'aucun rectangle ne se taille la part du lion. Les transformations dans son art sont immédiates et donnent lieu au néoplasticisme. Premièrement, dès le premier tableau néoplastique, c'est celui-là, Mondrian abandonne la juxtaposition des plans colorés. Ils seront désormais à la périphérie et ce sera le travail des plans de non-couleur de les séparer. Deuxièmement, les lignes ne sont plus modulées, elles sont toutes noires. Troisièmement, les couleurs sont toutes saturées. Quatrièmement, il y a diminution du nombre des éléments en présence et donc changement d'échelle interne. Chaque plan ayant une fonction différentielle, Mondrian ne peut plus se permettre de surpeupler ces tableaux. Ce système est à la fois extrêmement simple et totalement idiosyncrasique. À part Fernand Léger, personne ne semble avoir compris à l'époque.
Pour l'introduire en peu de mots, je voudrais évoquer cette anecdote. Vous êtes la première personne à avoir vraiment peint du jaune, lui ai-je dit un jour. Du jaune citron pur, pur comme le soleil. Il a commencé par le nier. Et puis, la prochaine fois qu'on s'est vu, il est revenu sur ma remarque. J'ai pensé ce que vous avez dit. Eh bien, c'est vrai, mais c'est tout simplement parce que le jaune cadmium a été inventé. La signataire de ces lignes est Winifred Nicholson, la première femme de Ben Nicholson, qui venait d'acheter 2 tableaux, dont celui qui est sur l'écran, où règne un jaune éclatant. Je pourrais épiloguer sur cet auteur qui a publié plusieurs textes sur la couleur que Mondrian désavouera tout à fait, parce que c'était encore les rapports clichés sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et les 7 tons musicaux. Mais l'essentiel ici, la réponse du peintre. Il n'explique pas la radiance de ces plans jaunes par les rapports qu'ils entretiennent avec les autres éléments de ces tableaux, mais par la propriété intrinsèque de la couleur telle qu'elle sort du tube, en dehors de quelque relation que ce soit. Comme l'a très bien vu Léger, qui avait lui-même fait un usage intensif des couleurs primaires en 1913-14, qui avait fortement impressionné Mondrian, le néoplasticisme est, pour ce qui concerne la couleur, une espèce de réinvention du ton local en peinture, une réhabilitation contre tout ce que l'art moderne avait énoncé depuis l'impressionnisme, une réhabilitation de la constance colorée. Il s'agit d'un système énergétique, donc dynamique, ce dont Mondrian fut d'ailleurs assez long à prendre conscience. Doter chaque plan coloré du maximum d'intensité, voilà ce à quoi Mondrian aspire, et ceci vaudra même plus tard pour la non-couleur. Alors qu'il rend plusieurs visites au peintre en 1938-39, Herbert Reed est frappé de ce qu'il s'attarde à peindre et à repeindre sans relâche les lignes noires d'une même toile. Reed demande à Mondrian si la largeur des lignes est en jeu. Non, répond Mondrian, c'est leur intensité. Une logique identique soutient l'épaisseur géologique des plans blancs, des plans blancs à cette époque, qui sont très épais, parce qu'il fallait qu'ils aient l'intensité du blanc. Ce système coloré énergétique, Mondrian le compare à l'égoïsme, une forme évoluée d'égoïsme, dans un long texte écrit entre 1929 et 1931, publié à titre posthume. Après avoir expliqué ce qu'il entend par ce terme, une sorte d'égoïsme positif dont bénéficierait tout à chacun, il ajoute la néoplastique, qui exprime cette qualité, donne à chaque couleur et non-couleur le maximum d'intensité et de valeur. Et précisément de cette manière, la composition dans son ensemble bénéficie du soin donné à chaque plan coloré séparément. On imagine les cheveux de Matisse se hérisser sur sa tête à la lecture de ces lignes. Mondrian a un rêve impossible, celui d'une couleur qu'on pourrait presque dire non relationnelle. Alors, si j'ai sans doute parlé trop longuement de Matisse et de Mondrian, c'est en partie parce que ma compréhension des 2 autres modèles colorés que je voudrais vous présenter n'est encore qu'embryonnaire. Je serai encore bref, parce que je n'en suis vraiment qu'au balbutiement. J'appellerai le premier de ces 2 autres modèles nominaliste. C'est la réalisation la plus courante, qui remplit d'ailleurs la condition rêvée par Mondrian d'une couleur non relationnelle, et le monochrome. Et ce n'est pas un hasard si les premiers monochromes de l'art du XXe siècle étaient 3 tableaux peints chacun d'une seule couleur primaire, montrés en octobre 1921 à l'exposition 5 par 5 égale 25 de Moscou. Tableau qu'on présente souvent comme un triptyque, alors que c'était 3 tableaux séparés. Voilà comment Rodchenko commenta plus tard, en 1939, cet événement. Je menais ma peinture à son aboutissement logique et j'exposais 3 toiles, une rouge, une bleue et une jaune, en affirmant « tout est fini, couleur fondamentale, chaque plan est un plan et il ne doit plus y avoir de figuration ». Alors bien des pages ont été écrites depuis celles consacrées à ce travail par Nikolai Taraboukin dans son traité du chevalet à la machine. Curieusement, peut-être en hommage à la Révolution d'ailleurs, Taraboutin ne parle que de la toile rouge, qu'il décrit comme un mur aveugle, stupide et sans voix. Et surtout, comme appelant pourtant la preuve que la peinture, enfin une des preuves, la première preuve, il y en aura beaucoup d'autres, la preuve que la peinture est un art caduc et qu'elle est morte. Comme nous le savons tous, ces modestes toiles ne furent que le début d'une longue tradition, la tradition du monochrome, sur laquelle je ne vais pas épiloguer. Là aussi, beaucoup d'encre à coller. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici l'impulsion nominaliste qui semble présider à cette tradition monochrome. La manière d'introduire ce sujet me semble être une anecdote qu'Ellsworth Kelly aime beaucoup raconter. En 1952, je cite Kelly, « j'avais un atelier avec un balcon donnant sur une rue passante.
Quand j'ai eu fini la première peinture que j'ai faite avec 5 panneaux groupés horizontalement, je l'ai accroché sur le balcon et je suis sorti pour écouter les commentaires des gens. Les rares personnes à remarquer le tableau étaient surprises, elles ont dit. Un enfant, le montrant du doigt, proclama noir, rose, orange, blanc, bleu, bleu, blanc, orange, rose, noir. Bien sûr, l'œuvre en question n'est pas monochrome, elle comporte 5 panneaux, et en plus, le gamin s'était trompé. Le panneau de gauche, qu'il pensait être noir, est en fait un bleu foncé. Mais Kelly a été frappé sur le moment par l'idée qu'une unité de couleur était comme un nom, une unité de langage qui était certes combinée avec d'autres unités, mais qui avait aussi ses qualités intrinsèques. On pourrait dire qu'au fondement de la tradition du monochrome, il y a une sorte de fétichisation de la couleur comme telle, un désir inassouvissable de la spécificité et de l'inviolabilité d'une couleur dans son ton, sa valeur et son intensité. Et que c'est à travers cette manière d'isolation idéalisée que la couleur devient abstraite, presque dans le sens donné par Mondrian à ce terme, en disant qu'il utilisait des couleurs certes encore spectrales, mais d'une manière abstraite, non naturelle, non spectrale. Un bon exemple de ce fétichisme serait le concept de reditude, rougitude, rougesse, rougité, c'est intraduisible. Et ça doit être laid, parce que reditude, c'est très moche. C'est néologisme et laid. Bon. Le concept de reditude que Barnett Newman proposa quand on lui demanda ce qu'il voulait exprimer dans son plus grand tableau, Anna's Light, de 1968. Revenons à Kelly. À vrai dire, l'idée qu'une couleur soit comme une unité de langage, il en avait déjà eu l'intuition quelques mois avant de peindre Painting for Whitewall, qui est la peinture avec 5 panneaux. L'histoire est bien connue des spécialistes. En novembre 1951, Kelly avait posé sa candidature pour une demande de bourse auprès de la fondation Guggenheim à New York. Contrairement à ce que les candidats peintres faisaient à l'époque, il ne se propose pas de réaliser une série de tableaux, mais, comme il l'écrit dans son projet, de créer un livre qui sera un alphabet d'éléments plastiques picturaux visant à établir une nouvelle échelle pour la peinture. En fait, au moment où il envoie son dossier de candidature, Kelly avait déjà réalisé ce livre. La première idée en remonte au mois de mai 1951, lorsqu'il avait fait part à son ami Ralph Coburn de son désir de faire un livre, peut-être une revue, sans texte du tout, juste des linogravures. Il s'agit d'une maquette comportant 46 planches qu'il oubliera dans ses tiroirs après avoir appris que la bourse de Guggenheim lui a été refusée et qu'il a ressorti de ses tiroirs 50 ans plus tard à l'occasion d'une exposition de ses dessins et collages de l'époque française, une exposition que j'avais organisée à Harvard. Ce n'est pas le lieu ici de faire une analyse détaillée du livre, qui d'ailleurs a été faite par plusieurs personnes, mais juste de signaler qu'il se divise en 2 parties égales, une en noir et l'autre en couleur, que la partie noir et blanc consacrée à la ligne et aux formes géométriques en général comporte 2 pages monochromes, une noire et l'autre blanche, et que la partie couleur comporte 4 pages monochromes, rouge, jaune, bleu et vert. Bien entendu, les autres planches colorées sont multicolores, et certaines anticipent d'ailleurs sur des polyptyques qui viendront plus tard, comme celui-ci qui s'appelle Train Landscape, qui date de 1952-53. Mais l'idée qui est importante, c'est qu'il y avait ces pages séparées, monochromes, donc il y a une page et puis des pages pour les formes. Revenons à l'été 1951. Au moment où Kelly réalise cette maquette de livre, il venait juste de faire toute une série de collages, tous nommés Spectrum Colors Arranged by Chance, couleurs spectrales, organisées selon le hasard, en suivant à chaque fois un protocole différent qui impliquait le hasard dans le placement des unités colorées, des petits carrés de papier gommette qu'il avait découpés. Il n'en sortira qu'un tableau réalisé 2 ans plus tard. Avec ce qui lui avait resté des petits carrés de papier gommette qu'il avait découpés pour ses spectrums, Kelly fait un petit collage, mais dont l'échelle interne est beaucoup plus grande puisqu'il ne comporte que 64 éléments au lieu des 3000 et quelques des spectrums, des collages spectrum. À l'automne, là c'est pendant l'été, à l'automne il part alors dans le sud et la première chose qu'il peint à partir de ce petit collage est son grand polyptyque modulaire Colors for a Large World, qui est fait de 64 petites toiles montées chacune sur un châssis indépendant, une couleur par toile. Alors j'ai beaucoup écrit sur l'importance de ce principe une couleur par toile, une couleur, dans l'œuvre de Kelly, mais je voudrais surtout revenir sur le statut de l'unité de couleur dans cette œuvre, et ce en quoi, à mon sens, il est différent de celui qu'elle a dans Painting for a Large Wall, qui lui fait suite. Donc,
le carré avec les 64 plans colorés, et juste avant, Painting for a White Wall, qui est celui avec les 5, l'œuvre que le gamin avait commenté lorsqu'il avait vu au balcon. Ces polyptyques sont tous les deux constitués de plusieurs toiles indépendantes, monochromes, mises bout à bout. De plus, ils se suivent de très près dans le temps. Ils sont tous les deux réalisés au même endroit pendant les 6 ou 7 mois que Kelly passe à Sanary. Mais je dirais que de l'un à l'autre, on passe de la lettre, de l'alphabet, comme dans le livre, au niveau, on pourrait dire, du nom. Peut-être que ce n'est pas la bonne métaphore. Je veux dire par là que d'une espèce d'infini combinatoire coloré, on est passé à une affirmation substantive de la couleur elle-même. D'où la réduction drastique du nombre des éléments assemblés, mais aussi du nombre des couleurs employées. Cette diminution est encore plus spectaculaire si on part du collage Spectrum, qui est juste avant, ces deux exemples, qui donnera lieu au tableau, à Spectrum 1. Le collage Spectrum et le tableau qui a donné lieu comporte 20 couleurs différentes, en plus du noir, soit 3 fois plus que les 7 couleurs d'habitude nommées dans le spectre. On descend à 9 plus noir et blanc dans Colors for a Large Wall et à 4 pour Painting for a White Wall. Donc ça descend. Soit dit en passant, est-ce que c'est la bonne couleur? Non, celui-là. Quand on arrive à Painting for a White Wall, il y a un accent mis sur une couleur non spectrale, le rose, qui apparaît aussi rarement dans l'œuvre de Kelly que le marron, lui aussi une couleur non spectrale. Ce changement de niveau de la lettre au nom, pour reprendre ma métaphore, même s'il est imparfaite, j'en vois la preuve dans une tentative de combinatoire qui a échoué, à savoir un grand collage dans lequel Kelly s'essaie à diverses combinaisons de panneaux rouges, bleus, jaunes, noirs et blancs. Dans ce vaste collage, la frénésie combinatoire finit par s'essouffler, comme si l'artiste s'était aperçu qu'il n'en viendrait jamais à bout. Le simple fait que la colonne à 7 unités est moins longue que celle à 6, 5 et même 3 unités montre qu'il en a eu marre, qu'il a préféré dire « etc ». Il n'en sortira qu'un tableau, directement, avec des monochromes avec un cadre blanc, et 2 autres tableaux associés, dans lesquels cet aspect combinatoire, alphabétique, me semble-t-il, est passé complètement à l'arrière-plan. D'ailleurs, une œuvre qui suit peu après et qui a longtemps hanté Kelly passe directement à la question du spectre coloré et de son articulation en unité discontinue, qui peut être avant tout une question de nomination. Je parle ici d'un tableau de 1953 qui a pour titre Spectrum 1 et que Kelly a toujours considéré comme un échec absolu parce qu'il n'est pas parvenu à obtenir une gradation régulière. Il situe son échec au niveau du violet. C'est marrant, obsédé par le violet. Peut-être aussi l'échec est-il venu du fait qu'il avait abandonné pour cette œuvre le principe d'une toile, une couleur. Et lorsqu'il reprendra ce motif en 1963, donc presque 15 ans après, et cette fois de manière à son goût plus satisfaisant, ce sera dans 3 polyptyques, dont un est presque un agrandissement exact du tableau de 1953. Il est simplement amputé d'une bande. Puis il continuera par 2 polyptyques très espacés en 69, et sans parler d'un bon nombre d'œuvres sur papier. En cherchant à comprendre ce que Kelly cherchait à faire ou à résoudre avec ces tableaux Spectrum, qui sont tellement éloignés de la manière habituelle d'utiliser la couleur, notamment dans ces très nombreuses toiles monochromes, j'ai eu un moment la naïveté de croire que les remarques de Wittgenstein... c'est une sculpture, là, je pourrais enlever ça. Que les remarques de Wittgenstein sur la couleur pourraient m'aider, lui qui s'est beaucoup intéressé à la nomination des couleurs et à l'impossibilité, par exemple, déjà notée par Runge et commentée par Goethe, d'imaginer quelque chose comme un rouge verdâtre ou un vert rougeâtre. Mais mon investigation wittgensteinienne n'a pas marché, du moins ça ne marche pas encore, je ne désespère pas. En désespoir de cause, je me suis tourné vers un autre nominaliste, à savoir Marcel Duchamp. J'ai été aidé en cela par le collage, etc., dans lequel les grappes d'unités colorées ont l'air de ces échantillons qu'on trouve chez les marchands de couleurs. Cela m'a immédiatement rappelé le fameux Tume de Duchamp, son agneau définitif en 1918 à la peinture de Chevalet. Et c'est grâce à ce tableau, l'analyse qu'en a donné Thierry de Duve, je dois l'avouer, que j'ai compris en tout cas que bien qu'il ait dit vouloir à un moment donné produire une sorte d'alphabet plastique, Kelly avait durant pratiquement toute sa carrière œuvré à détruire l'idée même d'une grammaire de la couleur. De Duve fait une longue citation de Duchamp dont je ne donnerai ici que le début. Je cite : « Nominalisme littéral, plus de distinction générique, spécifique, numérique entre les mots. Table avec un S n'est pas le pluriel de table. Mangea n'a rien de commun avec manger, etc. »
Enfin, c'est moi qui j'aurais pas dû dire, etc. Vous allez voir pourquoi. Autrement dit, comme le note de Duve, il faut que le pluriel oublie qu'il dérive du singulier, le féminin du masculin, le passé simple de l'infinitif, que soient abolies les déclinaisons et les conjugaisons et toute la grammaire, que chaque mot soit seul. Il faut, je dirais que c'est au cœur même de tout le travail de Kelly, oublier ce que l'on peut dire, oublier que l'on peut dire, etc., ou même faire en sorte que l'idée même de etc. n'ait plus aucun sens. Alors j'en viens à mon dernier modèle, sur lequel je vais être encore plus rapide, et pour lequel je n'ai même pas de nom. Je ne suis même pas sûr qu'il constitue une catégorie à part entière dans la petite taxinomie que je cherche à établir. Il n'est peut-être que le versant négatif du premier modèle, maticéen, de la couleur relationnelle. Quoi qu'il en soit, il m'intéresse particulièrement en cela que lorsque je parle avec des jeunes peintres contemporains de ma tentative taxinomique, c'est ce qui les interpelle le plus directement. J'ai pourtant pas grand-chose à me mettre sous la dent, juste une intuition d'un des adversaires les plus éloquents de l'esthétique relationnelle, c'est d'ailleurs lui qui a forgé ce concept, à savoir Donald Judd. Dans un article intitulé Malevich Independent Form Colored Surface, Malevich, la forme indépendante, la forme, la couleur et la surface indépendante, Judd, comme vous pouvez s'y attendre, se penche longuement sur les œuvres typiquement non relationnelles, au sens où il l'entend, du Malevich minimaliste, des tableaux avec une seule forme monochromatique, carré noir sur fond blanc, carré rouge, etc. Soit dit en passant, Judd est le premier, avec Mel Bochner, au même moment, à remarquer qu'il ne s'agit pas là de structure déductive, car les carrés ne sont jamais carrés. Mais Judd parle aussi des compositions baroques, selon l'appellation de Stravinsky, et très relationnelles, qui leur sont contemporaines et qui sont exposées au même moment, en 1915, à l'exposition 010 à Moscou. Il avance que, dans ces œuvres baroques, je cite Judd, les couleurs ne se combinent pas. Elles forment tout au plus un ensemble, un set, de 3 ou même 2, à la manière dont 3 briques forment un ensemble. Ces ensembles, dit-il, ne sont pas harmoniques, ils n'engendrent pas un ton dominant. C'est-à-dire que malgré les apparences, les relations colorées sont non compositionnelles, ou plutôt les relations sont celles d'ignorance sélective. Telle couleur fait comme si telle autre n'était pas dans le tableau. On est aux antipodes de Matisse. L'allusion aux briques renvoie au dogme minimaliste, aussi de Judd, du procédé parataxique, le one thing next to another, les choses mises à côté ou après l'autre. Mais les couleurs de Malevich ne sont pas non plus contingentes, dit Judd. Elles affirment leur indépendance par rapport au tout en formant ces ensembles, ces groupes, clusters, qui sont comme des clans autarciques. En bref, quand Malevich semble recourir à la composition et au relationnel dans ses tableaux baroques et surpeuplés, il sabote cette approche par la couleur, empêchant toute saisie perceptive de ces formes dans quelque synthèse gestaltiste que ce soit. Alors, ces remarques de Judd sont très étranges, je trouve, et il faudrait les vérifier sur place, c'est-à-dire en face des tableaux et non sur des reproductions. Mais je me demande si quelque chose du même genre n'est pas à l'œuvre chez Pollock. Certes, dans les grands drippings classiques, j'aurais dû mettre ça avant, de Pollock, il y a confluence chromatique, des entrelacs colorés et engendrement d'un ton dominant, c'est pourquoi ces œuvres ont toujours eu la préférence de Greenberg et l'ont conduit à élaborer sa théorie dont on reconnaît quand même aujourd'hui qu'elle ne tient pas vraiment la rampe, de l'opticalité. Mais dans les tableaux qui précèdent et dans ceux qui suivent cette période dite classique, et même dans certaines œuvres de cette période, je trouve quelque chose de ces rapports colorés de mauvais voisinage auxquels fait allusion Judd à propos de Malevich. Des couleurs qui ne se combinent pas, qui ne s'harmonisent pas en un ensemble, qui s'ignorent. Cela me semble même une fonction essentielle de l'emploi de la peinture métallique chez Pollock. Greenberg voyait en cela la preuve que Pollock visait à l'opticalité pure, il pensait en termes de mirage byzantin, alors qu'elle me semble pratiquement le contraire, étant donné qu'elle prévient tout mélange optique avec les autres couleurs non métalliques. Mais même lorsque cette peinture métallique est absente, surtout après l'interruption chromatique représentée dans l'œuvre de Pollock par les tableaux noirs et blancs de 1951, il me semble que trop souvent les couleurs qui sont distribuées sur la toile s'accordent par famille, par clan, ou alors se repoussent, et s'affairent à détruire l'unité optique du tableau, mettent un frein à la régularité des entrelacs et totalité du champ visuel par une myriade de détails qui se font compétition. Je voudrais terminer par une œuvre tardive de Pollock, une de celles qui conduisit à Greenberg à dire que Pollock était fini, à savoir Convergence de 1952. Dans ce tableau, pourrait-on dire, nous avons un mélange matériel, un mélange de pigments, à la limite du kitsch, et à mon avis, c'est un pied de nez délibéré à Greenberg, qui sape et qui rend même impossible la fusion optique. La synthèse relationnelle, l'équilibre que Greenberg appelle de tous ses voeux,
est impossible ne peut pas du tout fonctionner avec ce mélange de boue qui dénature la couleur. Avec ce tableau, Pollock répond « pas moi » à la question que poserait Barnett Newman 15 ans plus tard, qui a peur du rouge, du jaune et du bleu. Une question à laquelle tous les peintres que j'ai mentionnés ont cherché à répondre, parfois sans le savoir, quelle que soit la stratégie ou le modèle qu'ils ont employé. Merci. Merci. C'est une question et en même temps une remarque. C'était sur cette question de... Il n'y a pas que des peintres qui cherchent à répondre à ce qui a peur du rouge, jaune et bleu. Et je pensais, parce que vous avez écrit dessus, à Jean-Luc Moulin et à ses monochromes photographiques et à son discours sur le jaune, le rouge et le bleu. Et je me demandais si vous aviez pensé à Moulin dans ce contexte et si ça serait intéressant de le faire. J'ai pas pensé, mais merci. On pourrait penser à Godard aussi. Il ferait partie, oui, bien sûr. Il pourrait faire partie du corpus. Oui, non, j'y ai pas pensé. C'est vrai. Est-ce que tu as envisagé, parce que dans la fin de ce que tu as dit, des couleurs qui s'ignorent les unes aux autres, et ça veut dire une impossibilité de leur fusion. Est-ce que tu envisages différents modes de s'ignorer? Parce que s'ignorer, ça veut dire qu'on... la question, c'est l'inconscient, là. Ouais. On peut s'ignorer de différentes façons, c'est-à-dire on peut ne pas être dans la fusion. Alors, je comprends que ton modèle du rouge verdâtre, par exemple, mais ça a un rapport avec la question de Sophie. La question du rouge verdâtre, si on cherche la fusion, tu dis que c'est pas opératoire, si j'ai bien compris. En revanche, il y a notamment dans le dernier Wittgenstein, il y a quand il se pose la question, qu'est-ce que ça serait l'idée de taches de douleur, des taches de douleur. Donc là, il n'y a pas de fusion possible, et il y a pourtant la possibilité de, moi, ce que j'aime appeler un montage, ce qui voudrait dire que il y aurait peut-être une possibilité d'intensité, peut-être pas non relationnelle comme tu le dis, par rapport au modèle de Mondrian, mais une intensité qui suppose tout de même un rapport. Voilà, c'est ça la question. Ouais. Au fond, la question du montage versus la fusion. Ouais. Mais ce qui m'intéressait dans le... Oui, non, mais évidemment, mais c'est toute la difficulté, c'est d'essayer de comprendre comment il peut y avoir ces rapports de mauvais voisinage. Et ça m'intéressait. C'est ce texte de Judd que je suis pas sûr d'avoir complètement compris. Me dit c'est quand même étrange. Il voit les tableaux de Malevich, il dit ça marche pas, mais ça fait des clans qui s'ignorent. Ouais. Et je ne sais pas si on peut parler de montage, si ça s'ignore, tu vois. Bref. C'est ce que dit Godard quand il parle du montage. Il dit montage n'est pas identité ni absence de différence. Mais c'est des chocs, tandis qu'il ignorait. Matisse, non ignorait. L'ignorance suppose moins de... C'est possible que deux images se tournent le dos l'une de l'autre dans un film, je crois. Mais bon, ça c'est une autre question. Ouais. En tout cas, c'est pas très articulé cette dernière partie parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un truc que sur lequel je balbutie, je commence juste. Mais quand je parle à des peintres, des jeunes peintres, c'est ce qui les intéresse le plus. Est-ce qu'il y aurait aussi une autre voie? Ça serait, je pense toujours à ton histoire de rouge verdâtre. Bon, le rouge verdâtre, ça ne marche pas en tant qu'une entité stable qui serait le rouge verdâtre. En revanche, il y a le cangiante, par exemple. C'est-à-dire, il y a le processus. Ce matin, on a beaucoup parlé de déplacement à propos de Hubert, c'est-à-dire substituer à un modèle, essayer de... C'est aussi ce qu'on peut reprocher, par exemple, à l'interprétation de Gombrich de l'exemple de Wittgenstein sur le lapin canard, là, c'est qu'il y voit du rouge verdâtre, c'est-à-dire fatalement une seule chose, soit vue comme ça, soit vue. Mais si tu es dans un modèle temporalisé, donc de mutation, de transformation, de métamorphose. Bon, je sais pas, moi aussi, Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur. Merci. Alors, vous avez mentionné dans votre exposé toutes les importantes
fondateur de l'abstraction, de l'art abstrait, mais il y a encore un autre artiste que vous avez mentionné dans votre livre Art Since 1900, c'est Frank Kupka. Alors, je voulais demander, est-ce que vous pourriez un peu bref, expliquer quel rôle joue cet artiste dans votre histoire de la couleur, comme vous l'avez esquissé? Merci. Je prétends pas avoir fait une histoire de la couleur. J'ai proposé une taxinomie qui est sans doute bien incomplète. Je ne connais pas bien le développement de Kupka sur la couleur. D'après ce que je peux voir de sa peinture, d'après ce que je connais, j'imagine qu'il est dans une logique qui vient du symbolisme et qui était très centré sur les rapports entre la musique et la couleur. J'imagine, je ne sais pas, j'ignore. Pour dire la vérité, il vaut mieux dire qu'on ignore plutôt que de dire des bêtises. Mais enfin, dans mon esprit, Kupka vient du symbolisme, et donc, mais j'ai pas de lumière particulière à ce sujet.